Bienvenue dans ce 67e numéro de Terre de l'Aube, votre émission consacrée au monde agricole en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Ce mois-ci, Terre de l'Aube réagit à l'actualité. Vous avez tous entendu parler de cette affaire de viande de cheval déguisée en bœuf dans nos assiettes. Eh bien, justement, nous avons voulu mieux connaître la filière viande dans le département. Avec des reportages et nos invités, nous allons comprendre comment fonctionne cette filière, comment cette affaire Spanghero est vécue par les exploitants également. De la fourche à la fourchette, place au sommaire. Suite au scandale de la viande de cheval vendue sous la désignation bœuf, Terre de l'Aube se consacre à la filière viande dans le département, avec notamment une mise au point sur le circuit de distribution en France de la fourche à la fourchette. La majeure partie de la viande est bien française dans nos rayons et dans les boucheries traditionnelles. Ici, en retour, il n'y a pas de cheval. Des éleveurs vendeurs. Dans l'Aube, plusieurs agriculteurs ont choisi la vente directe, une occasion pour eux de recueillir le ressenti des consommateurs apparemment perdus. La viande bovine achetée directement auprès des producteurs, ça représente moins de 1% de la consommation auboise. Et avec la viande, tu es en train de nous empoisonner parce que tout le monde pensait qu'on mettait de la farine animale. Je ne sais pas si c'est une perte de confiance ou s'ils sont perdus. Pour retrouver des repères de consommation et de réglementation, une diététicienne et les services sanitaires évoquent leur expérience. On considère que la viande rouge peut être consommée 3 fois par semaine pour couvrir vraiment les besoins en fer et la viande blanche les autres jours. Dans l'Aube, nous n'avons eu aucune anomalie sur tous les retraits des produits et en atelier de découpe, tous les tests de traçabilité qui ont été effectués ont tous été corrects et très satisfaisants. La filière viande dans l'Aube, quelle est son importance économique et comment elle fonctionne? Réponse avec nos invités. Alain Boulard, vous êtes éleveur et président de la commission élevage de la Chambre d'agriculture. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comment a été vécue cette affaire Spanghero au sein des éleveurs au bois? Cette affaire donc de viande de cheval transformée en bœuf? Tout d'abord, bonjour. Vraiment, ça a été une trahison pour les éleveurs parce que nous, on a l'habitude, on connaît bien nos circuits, on élève nos animaux, on vit avec en permanence. C'est vraiment un problème qui se situe au niveau de l'entreprise Spanghero ou des traders qui lui ont fourni cette viande. Et l'actualité toute récente encore, on voit bien, on parle, c'est plus de cheval maintenant, c'est du mouton. Bon, voilà, il faut vraiment se remettre sur les fondamentaux et regarder nos circuits qui, eux, sont vraiment sécurisés. C'était quoi? C'était du dégoût, de la colère? C'était vraiment de la colère. Et au début, on s'est dit, et ben voilà encore une affaire comme la vache folle, c'est encore quelque chose qui va impacter la consommation. Alors, évidemment, les consommateurs, je pense, ont bien réagi. Il n'y a pas de baisse de consommation. D'ailleurs, il n'y a pas lieu d'en avoir. Et tant mieux. Hein. Alors, le but justement de cette émission, c'est de comprendre comment ça fonctionne pour les éleveurs comme vous, tous les deux ce soir. Et peut-on dresser justement avec vous un panorama de l'élevage ici dans le département de l'Aube? On a la chance dans le département de l'Aube, on est un petit département d'élevage. L'économie, l'élevage, c'est 8% de la valeur ajoutée du monde agricole, mais c'est quand même encore 650 éleveurs de bovins, 200 laitiers et 450 éleveurs de bovins, 60 éleveurs d'ovins professionnels. Il y en a environ 250, mais il y a quelques tondeuses. Donc les vrais professionnels sont au nombre d'une soixantaine. Et c'est quand même toute une filière qui valorise. On a l'habitude, nous, dans notre jargon, de parler du croissant élevage de l'élevage, qui part de la zone Bourgogne pour remonter jusque sur la Haute-Marne, en suivant les vallées, en suivant la zone d'herbage naturel du département de l'Aube. Question, quand on est consommateur, on peut se fournir en viande de plusieurs manières. On peut aller chez son boucher, on peut acheter des produits sous vide, des plats préparés. Comment tous ces produits arrivent jusqu'au consommateur? Voilà, on va comprendre vraiment la filière en général. Et pour vous répondre, j'ai pu me rendre à l'antenne régionale de l'Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes. C'est du sérieux? Interbev, ça s'appelle comme ça. Cela se résume en fait, ce que vous venez de dire, en 4 étapes principales. Et je propose aussi d'entendre l'avis d'un boucher professionnel sur le changement des modes de consommation. Apparemment, l'arrière des bovins, les consommateurs adorent. La partie avant, c'est plus dur à commercialiser. Et pour avoir toutes ces infos sur comment on commercialise la viande en général en France, je propose de voir ce reportage.
Bonjour, je suis Clotilde Laffineur, j'anime l'interprofession régionale des filières viande de bœuf et d'agneau en Champagne-Ardenne et je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui comment la filière fonctionne de la fourche à la fourchette, donc des éleveurs au lieu de commercialisation de la viande. Alors en ce qui concerne la filière bovine, la France est autosuffisante. La majeure partie de la viande est bien française dans nos rayons et dans les boucheries traditionnelles. En ce qui concerne la viande d'agneau, c'est un peu différent parce que finalement on n'a pas assez de production. Donc là on est de toute façon obligé d'importer de la viande. Évidemment, la première étape, c'est la production des animaux qui vont ensuite donner de la viande. Donc aujourd'hui en Champagne-Ardenne, on a environ 4400 éleveurs de bovins. Et si on regarde plus spécifiquement dans l'Aube, il y a environ 500 éleveurs. Finalement, avant de commercialiser leur viande, ils vont d'abord commercialiser leurs animaux. Donc à un intermédiaire, soit une coopérative d'éleveurs. En fait, les éleveurs se regroupent pour vendre eux-mêmes leurs animaux pour la commercialisation de viande derrière, ou bien via des commerçants en bestiaux d'ordre privé. La troisième étape, tout simplement, c'est l'abattage. Donc pour l'abattage, finalement, il y a plusieurs cas possibles parce que soit ce sont les entreprises de viande qui vont acheter vivants les bêtes et qui vont les faire abattre, ou bien alors, par exemple, une coopérative peut très bien demander une prestation d'abattage auprès d'un abattoir, mais commercialiser elle-même les carcasses auprès des différents débouchés pour la viande. Les entreprises de viande, qu'elles soient privées, coopératives, etc., vont se charger d'aller la commercialiser au dernier point de vente vers soit la grande distribution, la boucherie artisanale ou même parfois la restauration collective. Les chiffres sont tels que la grande distribution représente à peu près 80% des parts de marché et 20% pour la boucherie artisanale. La catégorie de la viande, pour savoir s'il s'agit d'un jeune bovin, c'est-à-dire un mâle qui est âgé entre 12 et 24 mois qui est non castré, ou alors s'il s'agit d'une génisse qui est là une jeune femelle qui n'a pas encore vélé, ou bien s'il s'agit d'une vache qui est une femelle ayant vélé, s'il s'agit d'un bœuf qui a un mâle cette fois-ci castré. Bonjour, Jean-Claude Poujol, le président des artisans bouchers de l'Aube. Ici, en retour, il n'y a pas de cheval. On est obligé de s'adapter au nouveau goût du consommateur et de faire en sorte de mener notre vente comme il se doit pour vendre la carcasse entière. Ils sont fait cacher, les cuisines, ils les transforment, ça part en merguez aussi, ça part en saucisse, voilà. La vente principalement. Alors François Lebon, vous êtes éleveur porcin ici dans le département de l'Aube. Vous avez également, je crois, 3 boucheries dans le département pour les commercialiser. Comment vous commercialisez justement vos animaux ici dans le département? Vous recevez un mail le matin, vous commandez un cochon, ou bien c'est 6 mois à l'avance? Comment ça marche finalement? Non, en fait, ça fonctionne à la semaine, puisqu'on a 2 réseaux de distribution. En fait, on a un réseau de distribution vers les bouchers, sur 2-3 départements, l'Aube, la Côte d'Or, Lyon. Donc là, on livre, nous, les carcasses d'animaux morts dans les boucheries. Et on a un deuxième réseau de distribution qui est donc nos boucheries, où là, c'est pareil, on livre 2 fois par semaine, suivant la demande. Et là, on voit aussi les images du réseau de distribution des Foires de Mars, ça vient de se terminer. C'est vous qui les livrez, les cochons, voilà. Les Foires de Mars, donc, ils viennent effectivement de se terminer. On va faire Nancy dans 15 jours, et puis ensuite Amiens et Rouen, et on suit, et là en Porcelet, par contre, les foires. Et à votre connaissance, est-ce qu'il existe des regroupements entre éleveurs ici dans le département pour commercialiser leurs animaux? À ma connaissance, il a existé des groupements, j'en ai 1 ou 2 en tête. Je ne sais pas si aujourd'hui il continue. Alain peut peut-être répondre à... Alain Moulard, vous voulez bien compléter? Qu'en est-il pour question, je ne sais pas. Non, mais il y a très peu de groupements d'éleveurs. C'est des démarches individuelles sur des réseaux qui sont créés par les éleveurs eux-mêmes qui se mettent en place. Est-ce que c'est facile de produire des animaux dans un département plus connu pour son activité céréalière? Ce qui est surtout le plus difficile à trouver, je pense, aujourd'hui, c'est des éleveurs. C'est un paradoxe parce qu'on a un département avec une zone naisseur
puisque pour faire de la viande, il faut des vaches qui font des veaux. Hein. Donc il y a énormément, on a un vivier très important naisseur à côté de chez nous, toute la région Bourgogne, avec la race charolaise d'excellente qualité. Et en plus sur la zone, on a tout pour transformer. On a des céréales, on a des coproduits de transformation à profusion. On a de la paille. Le problème, il faut une volonté d'éleveur, il nous faut des hommes. Des vocations. Des vocations, oui, c'est un beau mot. L'existence de l'abattoir départemental était menacée. Pourquoi c'était si important pour la filière ? C'est très important. Comme le disait Francis, pour justement assurer à des producteurs locaux justement ces circuits, parce que si vous êtes obligé de rentrer dans des circuits où vous mettez les animaux dans des camions, vous savez pas où ils vont être abattus, vous savez pas par quel circuit ils vont, où vous avez du mal, du moins, c'est pas que vous savez pas, mais vous avez du mal à tracer vos animaux. Là au moins c'est évident, hein, vous amenez les animaux le matin ou la veille au soir et vous récupérez 2 jours après vos carcasses identifié, étiqueté. Il n'y a rien de plus logique et de plus durable que ce circuit. C'est un facteur confiance, pour vous comme pour le consommateur. Évidemment, évidemment. Christian, on a vu dans le premier reportage les principes de la commercialisation de la viande, mais je suppose qu'il y a d'autres modes de distribution. Oui, je pense surtout à la vente directe. Ça se fait de plus en plus, un secteur qui se développe justement. Et je propose de dresser un état des lieux des différentes formes de la vente directe. Alors les éleveurs sont en contact direct, là aussi, avec leurs clients. En fait, ce sont des fermiers qui se transforment en bouchers, en commerçants, voilà. Et justement, ils ont le ressenti de ces clients. Et je propose de découvrir le tout grâce au sujet suivant. De la fourche à la fourchette, dans l'Aube, une poignée d'éleveurs se sont lancés dans la vente directe, un marché marginal. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de producteurs à peu près qui commercialisent en vente directe, donc à la fois sur de la viande bovine, mais aussi de l'agneau et du porc. La viande bovine achetée directement auprès des producteurs, ça représente moins de 1% de la consommation auboise. Donc c'est vraiment très peu. Vendre aux consommateurs avec 0 intermédiaire, ça marche. À Dienville, les clients de Yannick réservent et se déplacent depuis Paris, Nancy ou Verdun. Ouais, 3 paquets de 5, 30 jambons. Ouais, steak haché aussi. À la tête de 300 blondes d'Aquitaine, Yannick fait abattre une quarantaine de bêtes chaque année. Il n'y a pas d'os, il n'y a pas de... très peu de boyaux, très peu de panse. Donc un très bon rendement en viande. Alors pour faire la viande, toutes nos femelles vêlent au moins une fois. Donc les vaches qu'on abat ont au minimum 4 ans. Et sur un animal de 900 kg, 540 sont récupérés sous forme de carcasse. Après un passage par l'abattoir de Troyes, Yannick fait préparer des caisses de 10 kg de viande pour ses clients. Les filets sur nos animaux font entre 5 et 6 kg, donc ce sont très importants. C'est des filets qu'on ne trouve pas dans le commerce. Et on arrive à faire des tournes d'eau de 150, 200 grammes. Cette production locale suit la règle européenne d'étiquetage. On retrouve le numéro de l'animal, numéro à 10 chiffres. On retrouve le numéro de l'exploitation. Tous les animaux transformés ici sont bien des animaux de la ferme. Je ne rachète pas d'animaux à l'extérieur. On voit ici le classement de la carcasse, donc classement U-, qui est un très bon classement. Très bien classés également les veaux bovins de Gérard Renaud, vendus à la ferme et aussi sur les marchés du département. Bavette, entrecôte, tourne d'eau. Sur un marché, j'ai un animal, par exemple sur le bœuf, j'ai une langue, 2 joues. Je n'aurais pas 10 langues, même s'il y a une demande, et les gens ne m'hurlent pas dessus parce que je ne peux pas fournir une joue, ils prennent autre chose. Gérard Renaud s'est lancé dans ce type de vente directe suite aux crises de la vache folle. Parce que beaucoup de gens, y compris ma famille, me disaient mais avec ta viande, tu es en train de nous empoisonner parce que tout le monde pensait qu'on mettait de la farine animale, alors que c'était évidemment pas vrai. C'est un herbivore, notamment chez nous, dans la maison Renaud, les vaches mangent de l'herbe et des végétaux. L'éleveur Franck Jeanne a choisi une autre formule de vente directe en ouvrant sa boucherie à Saint-Par-au-Tertre. On est boucher à part entière, on n'est pas un agriculteur un petit peu boucher, on est vraiment agriculteur et vraiment boucher. Volailles, porcs, veaux, ces produits, il les a vus grandir. La clientèle de Franck rajeunit. Elle se compose désormais de jeunes parents en quête d'une autre façon de consommer. Je ne sais pas si c'est une perte de confiance ou s'ils sont perdus. C'est-à-dire qu'on a fait des labels, il y a le label bio, il y a le label rouge, il y a ci, il y a ça. Il y a des gens qui parlent de produits fermiers, mais c'est produits fermiers à grande échelle, donc on ne sait plus qu'est-ce qui est industriel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Si la clientèle est fidèle et stable, elle rencontre tout de même quelques difficultés. Vous pouvez vraiment
des produits de bonne qualité, trouver éventuellement les éleveurs, trouver les personnes qui vont pouvoir nous fournir. C'est surtout ça, quoi. Au jour d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué, je trouve. Du coup, la filière imagine d'autres solutions de distribution. 3 drives fermiers pourraient s'implanter autour de Troyes. Le principe, c'est que les commandes se passent jusqu'au mercredi soir. Et donc moi, consommateur, je vais sur le point le vendredi après-midi, je récupère ma commande, du moins on la charge dans ma voiture. Pour le producteur, là, il sait que ce avec quoi il vient a déjà été acheté et réglé. Ces drives fermiers pourraient voir le jour dès 2013. Francis Lebon, vous avez utilisé, vous, ce procédé de vente directe ? Avec nos boucheries, oui. Et pourquoi ce choix alors ? C'était un choix économique pour la pérennité de l'élevage. C'est-à-dire que l'élevage se justifie aujourd'hui parce qu'il y a des boucheries. Mais moi, je suis en porc. C'est encore plus, la conjoncture est plus compliquée encore qu'en bovin. Ça veut dire qu'en tant qu'éleveur, vous ne pourriez pas gagner votre vie ? Dans des systèmes de production comme j'ai aujourd'hui, on pourrait plus... S'il n'y avait pas notre débouché de viande directe et la nécessité de garder l'élevage pour le consommateur, pour apporter un produit fini de qualité, l'élevage se justifie pour ça. Mais sinon, économiquement, il n'y a plus de justification à garder l'élevage en porc aujourd'hui. Alain Boulard, pensez-vous que les produits issus de ces circuits courts, cette vente directe, on vient de voir, présentent moins de risques sanitaires que les autres ? Moins de risques sanitaires. La filière est bien sécurisée. Sur des produits nobles non transformés, on peut acheter sans aucun problème. Ce qui a généré cette polémique, on est vraiment sur des produits transformés. Et il faut aller jusqu'à l'analyse ADN pour détecter la présence de viande de cheval ou de mouton dans des produits transformés. Et c'est les nouvelles analyses qui, tant mieux, permettent de détecter ces fraudes qui sont totalement condamnables. Je reviens sur la vente directe. C'est pas difficile d'être à la fois l'éleveur et le boucher, d'assurer la vente directe quand on est éleveur ? Mais c'est des métiers totalement différents. Totalement différents. Alors comment on fait ? C'est des gens qui sont très méritants, qui entreprennent énormément, puis qui ont ce goût il faut aussi avoir ce goût de la relation avec le client, de l'explication. Alors ça devrait être le prolongement naturel du métier d'éleveur, mais les circuits ont accaparé cette fonction. Et puis la professionnalisation, la nécessité des investissements. Tout ça fait que il y a eu une perte et aujourd'hui il faut se rapproprier, mais on ne redevient pas professionnel du jour au lendemain comme ça. Hein. 2 questions encore. Est-ce que vous pressentez que, avec ces affaires-là notamment, est-ce que vous pressentez que les filières courtes vont justement se développer ? Je rappelle, 1% seulement ici dans l'Aube. C'est très peu, mais c'est comme ils l'ont dit dans le reportage, hein, ce sont les crises qui ont fait naître ces vocations de relations clients, de sécuriser pour les gens, et puis d'avoir un intérêt. Il faut que les gens qui s'investissent dans ces circuits y aient un intérêt économique, parce que se lever à 4 heures tous les matins pour faire le travail avant de partir sur les marchés, il faut que ça ait quand même un sens dans la vie. Hein. Et à titre d'information, vous m'aviez dit avant de démarrer l'émission, quelle est la part on a vu des viandes je ne sais plus le nom de la vache, magnifique. Voilà, ça représente combien les vaches à viande et les vaches, on va dire, de réforme, les vaches à lait dans les viandes commercialisées aujourd'hui? La très belle viande, la très belle vache que vous avez vue, c'était une blonde d'Aquitaine. Mais aujourd'hui, le marché, justement, 60% de la viande est issue de la réforme et des veaux issus du troupeau laitier. Alors c'est pas de la mauvaise viande. Si elle est très bien finie, c'est même de la très bonne viande et elle correspond à certains circuits. Christian, on s'est beaucoup focalisé là sur les circuits de distribution de la viande. On va maintenant s'intéresser au mode de consommation. Comment on consomme la viande aujourd'hui? Le mieux, c'est de poser la question aux consommateurs. Je suis allé les voir. Alors, on va voir pourquoi, justement, ils continuent à acheter des plats préparés. Finalement, on peut vraiment se poser la question. Et puis, la viande, on en mange tous les jours, pas tous les jours. C'est diététique, pas diététique. Mais la question a été posée. Et aussi, on va voir l'aspect réglementaire. Parce que, du coup, le consommateur se pose beaucoup de questions. On l'a vu. Et on va voir si la réglementation a été renforcée ici dans le département grâce au sujet suivant. Bien que les plats préparés aient été source de scandales, dans les rayons des supermarchés, ils séduisent toujours des consommateurs. Je pense que j'en aurai toujours, oui, en dépannage au cas où un soir on n'est rien. Parce que quand j'ai la flemme de faire à manger, quoi, en gros. D'avoir un petit peu dans mon congé au cas où, quand je rentre tard, que j'ai pas le temps de... Voilà, c'est pour me dépanner, disons.
C'est plus simple quand on est tout seul. Le plat préparé pour quelqu'un comme moi, il n'y a pas de souci. Josiane Solomon est diététicienne depuis 1968. D'après elle, il existe des alternatives simples, saines et économiques aux plats préparés. Un plat de pâtes, par exemple, elles vont cuire rapidement. Vous pouvez mettre dedans de la viande hachée fraîche, vous pouvez mettre du jambon, vous pouvez mettre des poissons, vous pouvez mettre plein de choses dedans. Et effectivement, ce sont des plats qui sont beaucoup plus intéressants et économiques que des plats préparés. Un poulet aux légumes et au riz reviendrait à 4,50 € dans le commerce et à 1,03 € s'il était préparé à la maison. Quelle que soit la recette, l'apport de viande dans le cadre d'une alimentation traditionnelle est indispensable. La viande apporte des protéines. Ces protéines sont indispensables au maintien de notre masse musculaire et sont indispensables de façon quotidienne. Une portion de viande le midi, d'une centaine de grammes à 150 grammes selon l'âge, serait convenable. On considère que la viande rouge peut être consommée 3 fois par semaine pour couvrir vraiment les besoins en fer et la viande blanche les autres jours. Tout ce qui passe dans nos assiettes obéit à des réglementations sanitaires définies au niveau européen. Les services de la préfecture veillent à leur application. Les obligations de professionnels sont de se déclarer auprès des autorités de contrôle, d'assurer une traçabilité des produits jusqu'à la remise au consommateur, d'appliquer des guides de bonne pratique ou des systèmes de procédure qu'on appelle HACCP et de garantir que les produits sont à tous les stades de la production sains à la consommation et en cas de problème pouvoir effectuer un rappel ou un retrait des produits sous leur responsabilité en alertant évidemment et en informant les services de contrôle. Dans l'Aube, 10 agents effectuent près de 800 contrôles par an. Ceux-ci ont été renforcés. Depuis l'affaire de la viande de cheval et des lasagnes, la Direction générale de la concurrence, consommation, répression des fraudes et la Direction générale de l'alimentation nous ont demandé d'effectuer des contrôles et notamment de vérifier que les grandes surfaces et les magasins de vente avaient bien procédé au retrait des marchandises incriminées dans cette affaire. Par ailleurs, des contrôles renforcés ont été effectués également sur différents ateliers de découpe du département. Dans l'Aube, nous n'avons eu aucune anomalie sur tous les retraits des produits et en atelier de découpe, tous les tests de traçabilité qui ont été effectués ont tous été corrects et très satisfaisants. Dans chaque département, les contrôles de l'État sont confiés au service DD CSPP. Notamment tout ce qui est autour de l'hygiène des produits, l'hygiène des manipulations, les locaux, la traçabilité et tous les documents que le professionnel doit détenir et mettre en place pour assurer que ces produits sont bien propres à la consommation. Chaque étiquette apposée sur l'emballage de la viande permet à l'échelle européenne de retrouver et détruire, si nécessaire, les lots impropres à la consommation. Alain Boulard, dans le reportage, on a vu des consommateurs encore acheter de la viande, malgré tout, et heureusement. Mais ce qui est étrange, c'est que, par exemple, pour le bœuf, la France est autosuffisante en bœuf. Et pourtant, quand on va dans son supermarché, on achète du bœuf venant de l'étranger. Pourquoi ? Parce que dans un bœuf, quand on le vend pas en entier, on le découpe. Et en France, on vend majoritairement des arrières de bovins et les avants sont exportés ou partent sur d'autres réseaux. Dans des pays où peut-être ces parties-là de l'animal sont plus appréciées. Exactement. Donc ce sont les modes de consommation qui font qu'on apporte et on exporte. Quoi. Voilà, c'est exactement ça. Il y a aussi les usines de transformation qui sont à l'étranger parfois. Il y a des réseaux en local, très peu de transformation, mais elle se fait à une plus grande échelle, tout à fait. Mais Francis Lebon, toujours une question de compréhension. Qui fixe les prix finalement de la viande ? Il y a un marché comme le blé, il y a des cours, je ne sais pas. Oui, il y a une cotation, c'est l'offre et la demande. En porc, c'est l'offre et la demande, il y a un cadran. Et puis pour les bovins, c'est les marchés. Voilà, ça c'est au niveau du départ ferme. Après, dans les boutiques, chacun a sa politique de prix, c'est différent. Là, on a vu d'après le sujet, il y a eu de nombreux contrôles qui ont été effectués cette année suite à l'affaire. Ça a été votre cas ? Vous avez été contrôlé ? Est-ce que ça arrive chez vous ? Oui, on est contrôlé, oui. Je vous rassure. On est contrôlé partout. On est contrôlé dans les champs, on est contrôlé dans l'élevage. On a été contrôlé il n'y a pas très longtemps pour le bien-être animal. Donc les agents de la DSV viennent mesurer, voir si les animaux, s'ils ont suffisamment de place. On est contrôlé au niveau
du stockage, de fumier, on est contrôlé, donc ça c'est pour la partie élevage, et on est surtout contrôlé au niveau de la fabrication, des unités de fabrication, de l'unité de fabrication et des magasins. Et pourtant, dans l'affaire Spanghero, il y a une étiquette qui a été modifiée en quelque sorte. Grâce au numéro de lot, on a pu remonter la filière, on va dire. Mais faut-il, selon vous, aller encore plus loin dans la réglementation ou pas? Non, mais là, c'est différent. C'est de la fraude, c'est des traders qui... on ne parle plus de la même chose. Je pense que si on applique déjà et si on fait respecter ce qui existe aujourd'hui au niveau législation, on n'aura pas de problème. Alain Boulard, pour terminer, vous parliez de manque de vocation dans la filière des éleveurs. Est-ce que c'est une filière qui est en déclin dans l'Aube ou qui permet une source de diversification pour les agriculteurs? C'est une filière qui s'est beaucoup restructurée, qui a tendance à diminuer légèrement, mais aujourd'hui, on arriverait à une certaine stabilité. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que la concurrence se fait plutôt à l'intérieur même des exploitations. Et c'est le choix des agriculteurs, en fonction des marges qu'ils dégagent dans leur exploitation, où ils font plutôt le choix de rester plutôt céréaliers que de continuer sur la diversification. Mais juste, si on a encore le temps, moi je voulais rajouter un petit mot. Juste rajouter un petit mot. C'est bien la preuve que la traçabilité fonctionne bien, que l'on ait pu remonter et que l'on ait pu tracer derrière cette affaire Spanghero quand même. Au moins, ça peut être rassurant. Exactement. Merci à vous deux de nous avoir fait découvrir. On a pu découvrir grâce à vous cette filière viande dans l'Aube. On se retrouve le mois prochain. On va vous emmener à la campagne un certain dimanche. Au revoir.